Bonjour à tous. Alors, je vais aujourd'hui vous parler effectivement, comme l'a dit Marcel en introduction, du design thinking entre le mythe et la réalité, parce qu'il y a effectivement pas mal de choses qui sont dites, mais le terrain, c'est pas tout à fait pareil. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Julien Ledoux, j'ai 12 ans d'expérience professionnelle. Je suis chez Wevoot depuis 2019, début 2019. Et j'ai 1 an d'expérience en tant qu'animateur et concepteur d'ateliers de design thinking, mais j'ai eu l'occasion aussi de l'utiliser avant en tant que simplement demandeur et de participer à ce genre d'atelier. En introduction, on va être très théorique. Je vous ai remis la définition de Wikipédia qui dit que le design thinking, qui est littéralement la pensée du design, penser le design, en français, ça signifie une démarche de design ou une conception créative, que c'est une méthode de gestion de l'innovation élaborée à l'université Stanford aux États-Unis dans les années 80 par Rolf Fast. Voilà. Ça se veut une synthèse de la pensée analytique et de la pensée intuitive, et ça fait partie d'une démarche globale appelée le design collaboratif. Ça s'appuie en grande partie sur un processus de co-créativité impliquant des retours de l'utilisateur final. Contrairement à la pensée analytique, le design thinking est un ensemble d'espaces qui s'entrecroisent plutôt qu'un processus linéaire ayant un début et une fin. Voilà, c'est compliqué à lire, c'est compliqué à comprendre et ça ne veut pas forcément dire grand-chose. De ce fait, pour moi, dans le design thinking, il y a ce qui est écrit dans les livres, la définition que je viens de vous lire, Wikipédia, très sérieuse, très littérale. Mais il y a aussi le terrain. Et le terrain est totalement différent, et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer par la théorie du terrain, le mythe. Donc la vraie théorie sur l'atelier, sur comment ça se passe. La chose la plus importante, et entre guillemets presque la seule à retenir sur la théorie du design thinking, c'est ce qu'on va appeler le double diamant. Avec une ouverture d'esprit, une recentralisation, une deuxième ouverture d'esprit pour aboutir à quelque chose. On va prendre un exemple concret. On va dire qu'on arrive avec une problématique de je possède un site web et je m'aperçois que j'ai pas assez de trafic sur mon site, j'ai pas assez de gens, j'ai pas assez de conversions. Bref, je comprends pas bien pourquoi. C'est mon postulat de base. C'est là que je vais être le plus à gauche de mon double diamant sur le début de la recherche. Et là, je vais commencer à rechercher tous les pourquoi. Mon site, il est qu'en français, il n'est pas accessible depuis mobile, il est moche, il est lent, il sert à rien. Bref, j'ouvre mes chakras et je recense toutes les idées que je peux avoir. Bien sûr, on itère, etc. Ensuite, on va sélectionner un problème particulier. Imaginons, il n'est pas accessible sur les mobiles. On se recentre. Et à partir de cette problématique-là, on va recommencer à avoir de l'idéation. C'est là qu'on rentre dans la phase d'idéation et à prototyper des choses en ouvrant les chakras. On va partir dans tous les délires possibles et imaginables. Aucune idée n'est stupide. Il faut vraiment y aller. C'est plus la quantité que la qualité d'idées à ce moment-là. Et là, on va redéfinir une solution. Parmi toutes ces idées, on va se focaliser sur une et on va la retravailler pour pouvoir aller la tester et se dire, est-ce que cette solution peut répondre à ma problématique de départ? C'est rien de plus. Le double diamant, c'est très simple, mais c'est vraiment, on part d'un point, on ouvre ses chakras, on se recentre sur un problème précis. Une deuxième fois, on va réouvrir ses chakras pour aller trouver une solution finale. Sur la théorie, il y a deux choses. On entend cette théorie, c'est une méthode simple d'emploi et accessible à tout le monde. J'ai envie de vous dire que c'est faux, malheureusement. La méthode, elle peut paraître simple, mais elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. Pourquoi? J'y reviendrai un petit peu plus en détail. Mais il faut quand même un petit peu d'expérience pour mener cette méthode à terme et les ateliers à terme. La deuxième théorie, c'est que ça reste simple et que ça se résume à quelques post-it et slides en sortie. Et bien ça aussi, j'ai envie de vous dire que c'est faux, parce que c'est pas ça. On peut aller tellement plus loin avec cette méthode, on peut faire tellement plus, c'est tellement plus puissant que simplement deux, trois post-it postés sur un tableau à 3-4 dans une salle, c'est pas du tout ça le design thinking. C'est un petit peu ce qu'on entend partout, c'est un petit peu ce qu'on voit, tout le monde pense faire du design thinking à partir du moment où on pose des post-it sur un mur et qu'on en sort avec 3-4 slides d'idées, c'est faux. C'est pas ça le design thinking, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans la réalité. Je vais vous montrer par la suite. Le terrain, la réalité, comment ça se passe? Pour l'instant, on a abordé beaucoup la théorie, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe en vrai? Comment ça va se constituer sur le terrain? Je vais vous l'expliquer alors sur deux choses dans un premier temps, la préparation et le choix des outils et des exercices. Et ensuite,
Je vous ferai un petit rex de 2 cas pratiques personnels, le design d'une application mobile et à contre-pied pour vous montrer vraiment que le design thinking peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. J'insiste bien sur le n'importe quoi, puisque je vais aussi vous présenter un atelier d'architecture d'intérieur que j'ai mené moi-même sur cette méthode et sur un sujet qui n'a rien à voir avec les sujets que vous pouvez rencontrer habituellement. On va commencer par la préparation. Première chose, la préparation, c'est juste essentiel. On ne peut pas imaginer faire un atelier de design thinking aujourd'hui en se disant « Tiens, dans 2 heures, on va faire un atelier ». C'est pas jouable. C'est vraiment le nerf de la guerre. Une bonne préparation, c'est quasi 80% de votre atelier. Vous êtes sûr que vous allez réussir. Et pour ça, un atelier d'une journée, grosso modo, c'est environ 1 semaine de préparation minimum et idéalement 2 à 3 semaines avant pour laisser le temps de décanter un petit peu le truc et de pas être trop dans la précipitation. La préparation, c'est aussi avoir une prise de brief sans aucun flou. Quand vous allez donner votre prise de brief, si vous êtes demandeur ou que vous allez la recevoir si vous êtes organisateur, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun flou, que tout soit le plus limpide possible. Si vous avez un flou, l'objectif de l'atelier peut être totalement biaisé et vous pouvez aller droit dans le mur. Le casting de l'atelier est important. Quand j'entends casting, c'est plus sur une mentalité et un mindset. C'est pas forcément sur les postes des gens qui seront là avec vous, sur ce qu'ils savent faire, sur leurs compétences. On s'en fout un peu, ça. On s'en fout même complètement, quasiment. C'est plus sur comment les gens sont câblés. Si vous avez quelqu'un qui est totalement détracteur avec cette méthode ou avec le projet, c'est pas une bonne personne pour le casting. Parce qu'il va sans arrêt remettre la méthode en cause, il va sans arrêt remettre le projet en cause et il va plus freiner les équipes qu'autre chose. Donc, vraiment un casting important, ça peut être quelqu'un dans la rue à partir du moment où il a le bon mindset. Tout le déroulé que vous allez créer de votre atelier, il faut le faire challenger par les demandeurs, dans un sens comme dans un autre. Si vous êtes demandeur, il faut qu'on vous fasse challenger le déroulé. Pourquoi ? Pour être sûr justement que tout colle bien au casting qui a été établi, que ce soit les exercices, les outils, la finalité, l'objectif, le déroulé de la journée. Il faut vraiment que ça soit fait challenger par les demandeurs parce que vous allez voir que vous allez devoir travailler beaucoup avec eux. Et surtout, être prêt à l'imprévu. C'est-à-dire que vous avez beau avoir votre préparation, votre journée, elle est prête, vous savez, vous allez millimétrer la journée, ça va jamais se passer comme ça. Il y a toujours un moment où vous allez avoir du retard, vous allez être en avance, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes obligé de redéfinir vos objectifs au fur et à mesure de l'atelier parce que il y a de super bonnes idées qui partent dans une autre direction, mais que cette idée-là est très bonne, il faut y aller. Donc, il faut être prêt à l'imprévu, il faut être prêt à rechallenger tout ça. Et pour être prêt à l'imprévu, il faut que sa préparation soit nickel, parce que faut pas qu'on ait à se poser de questions le jour de l'atelier pour pouvoir gérer cet imprévu. Et puisqu'une image parle plus que 1000 mots, voici une présentation d'un déroulé d'atelier qu'on avait conçu à l'époque, qui se déroule sur 2 jours. Et vous voyez que tout est millimétré, les heures de début, les heures de fin, les durées, les objectifs de chaque exercice et chaque atelier, chaque moment, le matériel nécessaire. Vous pouvez aussi rajouter les acteurs qui vont devoir intervenir, etc. Voilà. Ça, c'est une préparation d'atelier. Et ça, très clairement, ça ne se fait pas en 5 minutes avant. Et ça permet en fait de se dire à quel moment je démarre, où est-ce que je vais et par quelles étapes je suis passé. Et ces étapes-là, on y réfléchit. Mais ces étapes-là, en fait, on va avoir besoin d'outils et d'exercices. Alors, le nombre d'outils, grosso modo, on ne peut pas vraiment le lister parce qu'en fait, il en existe des centaines, voire des milliers d'exercices. Vous pouvez en créer vous-même. Il y a pas, voilà, il y a quelques exercices types qui existent. L'icebreaker, par exemple, qui est selon moi indispensable. Les choses qui sont très connues comme les brainstorming, les mind mapping, etc. Voilà. Mais il y en a des milliers parce que il va falloir faire le bon choix et vous allez devoir l'adapter. C'est ce que je vous dis après, c'est le bon choix d'exercice. Ça se fait grâce à la préparation. Et en fait, chacun des exercices et des outils devra quasiment être spécialement adapté pour l'atelier. C'est-à-dire que vous allez devoir le remanier, que ce ne soit simplement graphiquement, que ce soit une question de dimensionnement, que ce soit d'un point de vue par rapport au casting. Si les gens ne comprennent pas forcément ce qu'est le mind mapping, faut peut-être le nommer différemment, le faire différemment, mais au final, ça sera un mind mapping, mais vous aurez besoin de l'adapter. Voilà, c'est un petit peu sur la préparation, les choses importantes, c'est bien définir ses outils et ses exercices, les préparer et avoir un déroulé de sa journée qui soit au top. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Et je vais vous présenter 2 retours d'expérience que j'ai pu faire, qui sont le design d'une application mobile
Donc la problématique, c'était pour Randstad. J'étais product owner chez eux à cette époque. Et en fait, on disposait d'un MVP d'une application mobile destinée à proposer des missions aux intérimaires de Randstad directement sur leur téléphone. L'idée, c'est un client vous envoie une mission, vous dites oui ou non, et vous allez travailler. Pas plus que ça, c'est basique, mais il y a un gros potentiel derrière. Au niveau du casting, on avait des profils de participants qui étaient des collaborateurs de Randstad, des directeurs, type directeur marketing, directeur d'exploitation, etc., directeur d'agence, des développeurs. On avait les développeurs de l'application qui étaient avec nous, que ce soit des développeurs back ou front. On avait aussi des commerciaux, voilà, et des intérimaires. On avait vraiment un panel très très large, les utilisateurs et les demandeurs. Donc toute la chaîne, mais aussi ceux qui font. On était environ 30 personnes et ça a duré 2 jours. Et à la fin de cet atelier, en tout cas, ce que moi j'espérais avoir, c'était des maquettes d'écran pour la nouvelle version de l'app. Que ce soit des nouvelles features, une refonte de l'UI, de l'UX, mais on était ouvert à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que potentiellement, on pouvait très bien me dire, ton application, elle sert à rien, elle est pourrie, il faut tout refaire et notre cible, c'est ça. J'étais ouvert à ce moment-là, parce qu'on a vraiment rechallengé cette application. Et le profil de l'équipe d'animateurs, c'était 3 membres de Noda. Donc, on avait demandé à Noda, qui est une boîte sur Paris qui fait principalement des ateliers collaboratifs, du design thinking, et c'est leur spécialité, de nous concevoir l'atelier et de nous accompagner aussi dans un souci de formation pour que Randstad soit autonome derrière pour ce genre de choses. Et on avait aussi 4 personnes de Randstad, moi, plus ce qu'on appelle des facilitateurs. Mais nous, on était en tant qu'experts, ce qui nous a permis de rechallenger certains exercices par moment qui avaient été mal préparés ou mal compris. Donc c'est là que la préparation est très importante pour les aider, les accompagner sur cette chose-là. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la préparation, comment on a préparé cet atelier ? On a commencé avec un brief avec Noda par téléphone et en physique. On s'est vu, on a discuté des objectifs, de ce qu'on voulait faire, de comment on allait le faire. Et ensuite, ils nous ont demandé pas mal de choses pour pouvoir, eux, concevoir l'atelier. Donc, ils nous ont demandé un workflow de l'application, donc tout le workflow des écrans de l'application. Ils nous ont demandé des captures d'écran, un accès à l'application pour pouvoir jouer avec et bien comprendre comment ça fonctionnait, à la fois être capable de comprendre pourquoi cet écran-là, il est là et ce workflow. La définition des objectifs qu'on a établis ensemble, mais ils voulaient une trace écrite, ils voulaient qu'on soit carré là-dessus. Et la liste des membres avec un brief. On nous a demandé un brief sur la liste des membres. C'est principalement pour savoir si vous allez avoir justement ces personnes que je vous parlais tout à l'heure, des détracteurs ou des gens qu'il va falloir gérer un petit peu différemment ou des profils à prendre avec des pincettes. Ça arrive. Des fois, politiquement, vous êtes obligé d'inviter quelqu'un. Et cette personne-là, vous allez devoir la gérer d'une autre façon. Et les animateurs vont devoir la gérer de la bonne façon pour éviter qu'elle pollue le reste de l'atelier et qu'on puisse continuer à avancer. Donc ça, c'est très important aussi. Et dans le concret, si ça veut bien charger, voilà ce que ça donne en photo. Un atelier préparé sur 2 jours. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'outils qui sont dédiés, qui sont à usage unique pour cette application-là. Et vous voyez que c'est quand même une grosse émulation, qu'on a des tables qui sont un peu en bordel. Parce qu'au bout d'une journée et demie, 2 jours, vous commencez vraiment à avoir des gens qui sont impliqués dedans et qui ne pensent plus qu'à ça. Encore une fois, c'est un atelier qui a été préparé. On a mis 1 mois et demi, 2 mois à préparer cet atelier. Et le jour J, on a eu exactement le résultat qu'on attendait. Mis à part, comme je vous disais, un exercice qu'on a dû redéfinir en séance, ce fameux imprévu. Puisque les gens ne comprenaient pas l'objectif, ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Et donc, du coup, moi, j'ai été là pour pouvoir bien leur expliquer la chose en collaboration avec les équipes d'animateurs, de façon à recentrer. Et c'est cet imprévu que je vous parlais tout à l'heure, qui fait que, du fait que tout le reste était super bien préparé, on a pu gérer cet imprévu de façon transparente, sans que ça n'impacte l'objectif de fin. Ça, c'est un cas un peu classique, le design d'une application mobile. On le voit souvent, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans son métier, en tout cas dans nos métiers, puisque c'est un peu le cas. Mais moi, je voulais aussi vous parler de l'autre côté du design thinking, le design où on peut faire n'importe quoi, où on peut l'appliquer vraiment à n'importe quoi. Et j'ai pas trouvé de meilleur exemple qu'un atelier que j'ai conçu, que j'ai créé, que j'ai animé sur de l'architecture d'intérieur, ce qui n'est pas du tout mon cœur de métier. À part une sensibilité personnelle pour décorer chez moi, je ne connais rien du tout à l'architecture d'intérieur. Mais on a quand même réussi à mener ça à bien. Donc la problématique, elle est simple. Une mairie souhaite mettre en place un espace de repos et de vie pour ses agents. Voilà. Profil des participants, c'est les agents de la mairie. Le nombre, il y avait environ une 20aine de personnes. Et le tout sur une journée.
L'idée du livrable, c'était d'avoir des concepts, des ambiances et des projections d'architectes pour les différents espaces et faire à la fin une restitution devant le maire et devant ses élus. Donc avec quand même un petit enjeu sympa. Le profil de l'équipe, c'était 3 animateurs, dont moi, et une architecte d'intérieur qu'on avait fait venir exprès, qui bossait. On a eu la chance d'en avoir une qui travaillait chez Randstad et qu'on a pu faire venir sur ce sujet-là. Au niveau de la préparation, alors là, il y a une petite nuance, c'est que j'ai dû faire une préparation à distance. Je n'avais jamais rencontré les interlocuteurs avant d'arriver sur place, puisqu'on a dû prendre l'avion, c'était à la frontière suisse. Nous, on était basé à Saint-Denis. Donc c'est pareil, sur la préparation, là, la préparation est ultra importante parce que vous pouvez pas ne pas être préparé, tout simplement parce que vous emmenez votre matériel. Vous pouvez pas au dernier moment vous dire, il manque des post-it, je vais les chercher dans mon bureau, c'est pas grave. Là, vous devez avoir en plus une checklist de tout ce que vous devez emmener pour chaque exercice, avoir tout imprimé, avoir tout cadré et être sûr que le jour J, vous avez absolument le moindre stylo nécessaire. Sinon, vous pouvez vous planter. C'est con, mais c'est le genre de choses qu'il faut y penser. Sur des ateliers où vous êtes à domicile, il vous manque un truc, c'est pas grave, vous allez imprimer la feuille. Quand vous êtes à 800 km, c'est mort. Vous avez oublié votre feuille, vous devez faire autrement. Donc la préparation, ça a été une simple prise de brief au départ avec la personne demandeuse par téléphone et ensuite plusieurs échanges par mail, notamment pour avoir les plans des locaux, la liste des participants avec brief. Et là, justement, on avait quelqu'un qui était totalement détracteur à cette méthode-là qu'il a fallu gérer d'une certaine façon. Donc le brief était très important parce que le jour de l'atelier, en tout cas, je suis arrivé avec les équipes et on savait que telle personne, fallait qu'on le surveille et il fallait potentiellement qu'on le cadre d'une autre manière. Et bien sûr, la définition de l'objectif pour être sûr qu'on ait les bons objectifs et qu'on y réponde. C'était surtout ça l'important. Comme vous l'avez deviné, le temps que ça charge, je vais vous montrer quelques photos du jour de l'atelier. Donc voilà, les deux se ressemblent. La seule différence, c'est les lieux, les participants et les résultats et les objectifs. L'idée là, c'était vraiment d'avoir des concepts d'architecte. Donc on a dû créer tous les outils, j'ai dû créer tous les outils puisque certes les exercices, on les avait, du brainstorming, du mind mapping, enfin bref, ce genre de choses. Mais il a fallu créer les outils pour l'architecture d'intérieur. Je n'avais pas forcément les bons composants pour pouvoir faire les choses. Et là, l'architecte d'intérieur nous a permis de ramener des échantillons de matière, des catalogues, des choses comme ça qui nous ont permis de pouvoir leur donner quelque chose de concret pour designer leurs espaces. Voilà, donc ça c'était l'idée, c'est quelque chose qui s'est très très bien passé, ils en sont sortis ravis avec des projections d'architectes. Il y a eu une présentation le soir pour le maire et ses élus qui ont été enchantés de notre méthode. Donc là on a marqué énormément de points et ça c'est important aussi. Quand vous allez faire ce genre d'atelier et que vous allez marquer des points, on va vous en demander de plus en plus. Et c'est là que vous allez pouvoir faire des choses différentes et sympas. Au début on va vous cantonner à du classique. Typiquement l'application mobile. Puis quand on va voir que votre méthode marche bien, on va vous demander, c'est con, on veut faire le jardin dehors. Est-ce qu'on peut pas appliquer cette méthode-là à ça? Et moi, je vais vous répondre que si, on peut l'appliquer à tout et n'importe quoi. Si demain vous voulez repeindre votre maison, vous pouvez très bien vous faire un atelier de design thinking sur le sujet et vous allez avoir un résultat à la fin. C'est possible. Donc il y a des choses à faire et à ne pas faire quand vous concevez, quand vous animez, quand vous préparez un atelier de design thinking. Les choses à faire, c'est se préparer. Comme je vous l'ai dit, il faut une préparation drastique. C'est tout se joue là. Le jour de l'atelier, j'ai pas envie de dire que vous allez faire des claquettes, mais si vous êtes bien préparé, tout va rouler tout seul et vous serez juste là pour faire l'animation et être sûr que tout se passe bien. Et vous allez en récolter les fruits à la fin. Une chose que j'ai pas parlé, mais qui est vraiment, c'est un must-have, j'ai envie de dire, c'est sortir les participants de leur environnement habituel. Vous allez dans un environnement de travail, si vous pouvez aller faire votre atelier ailleurs, dans une salle de coworking que vous allez louer, dehors, enfin peu importe, dans un endroit où les participants n'ont pas l'habitude d'être, c'est vraiment 100 fois mieux parce que ça les sort de leur environnement de travail, ça les sort de leur contexte habituel et du coup, ils ont une créativité qui est bien plus importante puisqu'ils n'ont pas l'impression d'être au travail, ils n'ont pas l'impression de travailler. On est vraiment sur quelque chose de très psychologique, mais croyez-moi, ça marche. Pour vous donner un petit exemple, chez Randstad, on avait fait un atelier de 2 jours aussi, où on avait beaucoup d'intérimaires qui étaient venus et on les avait emmenés, on avait loué une salle au Stade de France, on les avait emmenés déjeuner sur le restaurant panoramique qui donne vue sur le stade, on leur avait organisé une petite visite le soir du Stade de France avec un guide. Ça les a complètement sortis de leur environnement de travail, que ce soit les gens des bureaux ou les intérimaires.
c'est une journée qui a un côté un peu magique. Et au final, le boulot que vous faites, pour eux, ça devient un jeu. Et c'est là que vous allez avoir les meilleurs résultats. Une chose très importante, ce qu'il faut faire, c'est interdire tous les laptops et les smartphones. Sinon, au bout de 2-3 heures, vous allez avoir tout le monde qui va être là, en train de pianoter, en train de répondre à des mails et qui vont totalement sortir. C'est le même principe que de sortir les gens de leur environnement habituel. Il faut couper le lien avec le travail. Idéalement, vous leur dites ce jour-là, tu te mets off pour tout le monde. Tu te cales la réunion de la journée, tu te déconnectes, tu dis que tu n'es pas présent, que tu es absent. Ils sont dans leur truc et ils ne pensent pas à autre chose à côté. C'est ultra important. Ce qu'il ne faut pas faire, comme je vous le disais, c'est l'inverse de se préparer, c'est improviser l'atelier. Même si vous allez avoir de l'imprévu et de l'improvisation pendant l'atelier, si vous êtes préparé, ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous arrivez et que vous ne savez pas où vous allez aller, que vous ne savez pas les étapes par lesquelles vous allez passer, bah vous en sortirez rien. Et à contrario, vous allez frustrer les gens qui seront là. Et la prochaine fois que vous leur proposez un atelier, on dira « Ah non, laisse tomber, ça sert à rien. De toute façon, il n'en est rien sorti au final. Ta méthode, elle marche pas. On va faire comme d'habitude. On va se réunir dans une salle et puis on va se débrouiller. » Donc ça, c'est important. Être animateur et partie prenante. Ça aussi, c'est très bien d'avoir un animateur qui n'est pas, partie prenante dans la solution. Sinon, vous allez avoir tendance à diriger les gens et les participants de l'atelier sur vos choix et vos convictions personnelles. Si vous avez un animateur qui est totalement détaché, qui n'y connaît rien, c'est-à-dire que potentiellement vous êtes développeur web et on va vous demander d'animer un atelier pour de la recherche biologique, vous y connaissez rien, et ben c'est pas plus mal en fait. Parce que si on vous demande d'animer un atelier sur du développement logiciel, vous allez avoir votre point de vue, vous allez avoir votre expérience, votre ressenti, et potentiellement vous n'allez pas être neutre et vous n'allez pas être challengeant pour les équipes, parce que potentiellement vous allez rentrer trop dans le truc. Je dis pas qu'il faut pas des experts dans les équipes pour pouvoir les challenger et se faire l'avocat du diable, mais l'animateur principal et la plupart des animateurs doivent être neutres, c'est mieux. Une chose aussi, et là on en parlera je pense dans les questions, je pense que vous aurez des questions là-dessus, par rapport à la situation qu'on a pu vivre et qu'on continue de vivre, la visio. Nous on a toujours prôné le physique pour les ateliers. C'est bien plus parlant parce qu'il y a aussi l'intelligence émotionnelle, l'empathie, des gens qui sont là autour de vous, voilà, la gestuelle que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc la visio est un peu à proscrire là-dessus. Vous pouvez avoir une personne en visio pour un échange sur un moment de l'atelier. Mais des gens en permanence en visio, c'est pas possible. Ça marche pas bien. C'est pas aussi efficace qu'en vrai. Moi, je le déconseille. Voilà. Mon avis sur tout ça, sur toute cette présentation, sur tout ce qu'on a pu avoir le design thinking, c'est vraiment le plus important. Si vous avez une chose à retenir de ce webinaire aujourd'hui, c'est la préparation. Préparez-vous, préparez votre atelier. Faites-vous accompagner sur les premiers ateliers. Quand vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas où aller, faites-vous accompagner. Au bout d'1, 2, 3 ateliers que vous vous serez fait accompagner, vous commencerez à pouvoir comprendre vraiment comment ça marche, créer vos exercices, mais faites-vous accompagner. Nous, on s'est fait chez Randstad former par Noda, qui nous a accompagnés pendant plus de 6 mois sur le sujet. On les relançait, on a eu des collaborations avec eux sur des outils que eux développaient. On était les bêta-testeurs pour ça. Donc, on s'est vraiment fait accompagner et ça a permis d'avoir une montée en puissance sur l'équipe auquel j'appartenais, qui a été phénoménale, grâce à eux. Sans quoi, on n'aurait peut-être pas été aussi performant. Et aussi, j'ai envie de vous dire, et ça sera mon mot de la fin, c'est encourager les idées folles. Comme je vous dis, il ne faut pas vous limiter. C'est une méthode qui peut s'appliquer à tout et n'importe quoi, comme je vous l'ai montré. Donc les idées les plus folles, vous allez pouvoir à la fois les mettre dans vos ateliers, partir sur la base de ces idées-là pour concevoir des objectifs et des choses derrière, mais aussi imaginez que vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Peu importe le sujet, la problématique de base, cette méthode-là, vous pourrez l'appliquer si vous suivez une préparation et si vous n'êtes pas à l'aise, vous vous faites accompagner, vous arriverez toujours à vos fins avec cette méthode. Merci. Et maintenant, je suis ouvert aux questions. Donc, je ne sais pas si tu es avec nous, Marcel. Je te vois, tu es en train de revenir. Bon. Voilà. Merci, Julien, pour cette présentation. On a plusieurs questions, du coup. Ok. Alors, Daniel qui demande, en fait, on a pas mal de questions sur le mindset. Donc, je vais poser la première qui est de Daniel, qui demande comment cadrer d'une autre manière les détracteurs. On en a toujours, et du coup, comment est-ce que tu pourrais faire ?
C'est une super question. Alors, il y a la méthode la plus abrupte, c'est de s'en débarrasser, si on peut. C'est l'idéal. Ça, c'est la méthode un petit peu radicale. On a aussi la méthode, je vais reprendre l'exemple que je vous ai parlé tout à l'heure, où effectivement, nous, on avait un détracteur pendant l'architecture d'intérieur l'atelier d'architecture qui ne voulait pas travailler dans ces méthodes-là, qui ne voulait pas avancer. Eh ben, on lui a donné des choses à faire qui l'intéressaient. On avait divisé en 3 groupes les participants. Et lui, on l'a mis dans un groupe où son but, c'était d'établir et de rédiger les règles de vie de ces espaces-là. Donc, en fait, on l'a totalement occulté de la partie un petit peu idéation, le côté je vais créer, je vais découper dans un catalogue, je vais partir dans des délires, etc. parce qu'il voulait pas. Voilà. Et on l'a mis dans un coin avec 2-3 autres personnes qui s'en foutaient un petit peu, mais qui n'étaient pas réfractaires comme lui et qui avaient plus envie de travailler là-dessus. Sur la rédaction des règles de vie. Donc quelque chose de très carré, très borné, où il a fait un tableau avec des listes, etc. Et pour le coup, ça s'est très très bien passé. Et au fur et à mesure de la journée, il a commencé à s'ouvrir. Et à la fin, en fait, la cliente qui est venue nous voir et la demandeuse en fait qui est venue nous voir sur le sujet nous a dit au début de la journée, c'était limite, j'ai hésité à le faire sortir. Et à la fin, il est venu me voir en me disant qu'en fait, cette méthode n'était pas si mal. Donc en fait, on l'a géré comme ça. Maintenant, tout dépend du détracteur. Mais l'idée, c'est vraiment de l'identifier, potentiellement de le mettre aussi dans un groupe avec un gros promoteur. Je prends par exemple un exemple typique. Si vous avez un détracteur qui est directeur et qu'en face, vous lui mettez que des gens qui sont 2-3 niveaux en dessous de lui, il va les écraser de sa hiérarchie. Ça se fait encore beaucoup. Alors que si vous lui mettez en face un promoteur qui est au moins au même niveau que lui, avec lequel il va pouvoir s'intercaler, soit de lui-même, il va s'effacer, parce qu'il va se dire ça m'intéresse pas, il va se mettre dans son coin et on va pas trop l'entendre, il va suivre le mouvement et le promoteur va prendre le relais là-dessus. Soit ils vont rentrer en conflit, très clairement, ils vont rentrer en conflit et ce conflit-là peut donner des choses très intéressantes. Parce que justement, ils vont se challenger eux-mêmes et à la fin, vous allez en émulsionner quelque chose. C'est un petit peu comme ça que moi, je les gère à chaque fois. Mais j'ai envie de dire qu'il y a presque autant de méthodes que de types de détracteurs. Ça dépend de la personne. J'espère que j'ai suffisamment répondu à ta question. Daniel, du coup, si tu peux répondre dans le chat pour dire si ça convient comme réponse. En tout cas, je pense que c'était plutôt clair. Camille qui pose comme question, est-ce que tu as quelques ouvrages à recommander pour bien préparer un atelier, ou un support qui peut servir ou aider? Alors déjà Internet, les outils vous en trouvez plein. En termes d'ouvrages, effectivement, il y a le livre qu'ont écrit les 2 cofondatrices de Noda, qui s'appelle le Mec Storming, qui est plutôt pas mal sur le sujet, qui est un petit peu un ouvrage de référence et de base. Après, on en parle partout. Donc c'est vrai qu'au niveau des exercices et de la préparation de l'atelier, faut pas oublier, comme je vous disais, le double diamant. Donc vraiment cette ouverture d'esprit. Mais commencez par des choses simples et après allez vous renseigner. Mais ouais, je dirais le Mec Storming, qui est le livre de Marie-Noéline et sa collaboratrice, je me rappelle plus de son nom parce que c'est principalement elle que j'ai rencontré, qui est un livre qui se trouve assez facilement, qui existe aussi en audiobook de mémoire chez Amazon. Et après, principalement Internet pour trouver des idées d'exercices et d'outils de préparation. Et l'idéal, comme je disais, c'est de trouver quelqu'un qui connaît un petit peu la chose pour aider à préparer. Et n'hésitez pas, en fait, nous, ce qu'on faisait beaucoup pour les préparations d'ateliers, c'est se challenger les uns les autres. C'est-à-dire qu'on faisait des répétitions de déroulés et on se challengeait les uns les autres. Donc, faut pas hésiter d'aller voir quelqu'un qui va vous challenger, vous dire est-ce que tu es sûr que tu réponds au truc, est-ce que tu essaierais pas ça plutôt. Voilà, c'est comme ça que j'aiderais pour la préparation. Il y a Cédric qui pose aussi un petit lien, passer au design thinking. Je peux aussi Ouais. rajouter Solving Problems with Design Thinking de Jeanne Yetka, Oui. qui est... Après, il y a tellement d'ouvrages qui ont traité de ce sujet-là, et effectivement, beaucoup sont des redites des uns des autres. Exactement. Donc... rien ne remplacera le terrain, comme je le dis souvent, mais ouais, enfin, le Mec Storming, c'est déjà une bonne base. Ça donne déjà l'esprit du mindset là-dessus. Ça donne pas mal d'exercices. Il y a plein de choses dedans. Justement, Rémi qui parle de mindset, tu as évoqué le bon mindset des participants. C'est de mon point de vue fondamental. Mais est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce qui fait un bon mindset?
Bonne question. Alors déjà, il y a le mindset de l'ouverture d'esprit. Comme je le disais, avoir des gens qui sont pas réfractaires de base, pas récalcitrants au changement, des gens qui peuvent être réactifs. Mais le bon mindset peut aussi varier en fonction du but de l'atelier, en fonction de l'environnement et du sujet. Vous pouvez avoir un mindset qui peut être un peu différent. Et on peut aussi avoir des mindsets contraires qui, au final, être très bénéfiques dans un atelier. Mais si on reprend le mindset global des participants, c'est d'avoir des gens qui sont ouverts et qui vont pas avoir peur, entre guillemets, de faire des choses qu'ils comprennent pas forcément tout de suite. Quelqu'un qui va avoir besoin de connaître A, B, C, D pour avancer et de savoir que lui, il est à A, mais il va à D, ça peut être perturbant pour lui. Parce qu'on va lui dire, bah, tu fais A, tu écris ton A, ensuite tu vas écrire ton B, mais tu sais pas jusqu'où tu vas arrêter. Tu vas t'arrêter. Parce que l'idée de là, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas forcément besoin de savoir où ils vont pour avancer. Ça, c'est le mindset idéal. Parce que les gens vont leur dire, bah, fais ça, te pose pas de questions, fais ça. Ok, et ils le font, ils partent dans des idées, dans des délires, et c'est là qu'on a les meilleures choses. Des gens qui vont être un peu plus fermés, qui ont une ouverture d'esprit moins large, qui sont peut-être un peu moins fous, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas, c'est moins l'idéal. Et voilà, je dirais des gens, le mindset idéal, c'est des gens ouverts d'esprit. En tout cas, c'est ma réponse, quoi. Ma réponse simple. Rémi qui te pose encore une Toujours. question. Quel est le nombre de participants et quelle durée te semble idéale pour un atelier de design thinking? Pareil, tout dépend de l'objectif, tout dépend de la portée, tout dépend du temps que vous avez à y consacré avant. Le plus gros atelier que j'ai fait, on était 60. Le plus petit, on devait être 10. Sur des vrais ateliers. Hein. En dessous de 10, quand je dis 10, c'est participants et animateurs. En dessous de 10, on est plus sur du travail collaboratif et une réunion qu'on va aider avec des exercices design thinking plutôt qu'un vrai atelier. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de comment dire, de vrai bon nombre. Faut pas être trop peu nombreux, sinon ça sert à rien. Ça, c'est une certitude. Faut pas que tu aies plus d'animateurs que de participants, sinon c'est une connerie. Mais tu peux le faire à 600 personnes. Le seul truc, c'est le temps que tu vas pouvoir y consacrer, le budget, parce qu'un atelier de 600 personnes, je te laisse imaginer l'infrastructure qu'il faut derrière. Mais franchement, pour moi, il n'y a pas de taille maxi. Peut-être une taille mini, je dirais, entre 8-10 personnes en dessous. Ouais, voilà, il va te manquer un peu de choses. Ou alors, c'est un petit atelier de 2-3 heures. Et dans ces cas-là, comme je dis, c'est une réunion assistée avec du design thinking, une réunion qui est facilitée plutôt qu'un vrai atelier. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas de limite. À partir du moment où tu te prépares et que tu as le nombre d'animateurs qu'il faut, il n'y a aucune limite. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de 10 et de 60 personnes. Mais justement, quel est le ratio animateur-participant que tu recommandes? C'est Nicolas qui pose cette question. Ouais, bonne question. Déjà, on va y aller simple. Il y a un maître du temps, donc quelqu'un qui va être là juste pour suivre le déroulé que je vous ai présenté et aller à droite, à gauche, vérifier que tout se passe bien. Ensuite, on va essayer d'avoir au moins un facilitateur designer. C'est important d'avoir des designers parce que c'est du design thinking. Sans designer, ça n'a pas d'intérêt. Je dirais un designer pour un groupe de maxi 7, 8, 10 personnes grand max, suivant le type d'atelier, c'est bien. Et ensuite, on va avoir un petit peu des facilitateurs qui vont être volants plus experts. Et là, bah, tout dépend du besoin, mais en général, 1 pour 20, c'est bien, quoi. Qui vont pouvoir amener justement quand il y a des questions un peu plus pointues, que ce soit sur le projet, ça peut être des développeurs par exemple quand vous êtes sur une solution d'app mobile, ou quand les gens vont partir un peu trop dans les délires, que le développeur leur dise bah, attention, là tu pars dans quelque chose qui est faisable mais qui coûte une fortune, alors que ta solution d'avant qui est quasiment identique, elle coûte rien en fait. Donc creuse peut-être celle-ci. Donc voilà, le ratio c'est ça, c'est un animateur facilitateur pour 10 personnes maximum. Et ensuite quelqu'un qui chapeaute un peu le tout. Donc on va dire que pour un atelier de 60 personnes, tu vas avoir une dizaine d'animateurs.
entre 6 et 10 animateurs. Parfait, merci pour cette réponse. Jennifer qui te pose aussi une autre question. Ça peut s'appliquer à tout n'importe quoi, c'est ce que tu as dit juste avant, mais le temps de préparation et de l'atelier, c'est assez long et compliqué. Quel est le bénéfice principal de cet atelier à mettre en avant pour convaincre les stakeholders d'essayer? C'est une bonne question. Les bénéfices, en fait, c'est de leur montrer que à la fin, il y a quelque chose de palpable, de concret. C'est-à-dire que c'est pas juste un énième slide avec des post-it en disant voilà, on a une idée et on pense qu'on peut faire comme ça. En général, quand tu sors d'un atelier de design thinking, tu as quelque chose qui est déjà bien plus poussé et finalisé. Typiquement, je reprends l'exemple de l'architecture d'intérieur. Là, je vous les ai pas montrés, mais on avait des simulations 3D qu'on avait sorties à la fin, des planches d'architectes, et grosso modo, on donnait ça à un entrepreneur et il refaisait exactement ce qu'on lui a donné. Il n'y avait pas besoin de plus. Il n'y a plus besoin de convaincre. Et le meilleur moyen pour convaincre des stakeholders, c'est typiquement de commencer par des petits ateliers et d'avoir comme je disais, éventuellement des bonnes personnes qui vont promouvoir la chose en disant on a fait un petit atelier, on avait une petite problématique et à la fin putain ils nous ont trouvé une solution, c'est parti en dev, ça marche. Et avec le bouche à oreille, de plus en plus, on va se dire ok, ça veut dire que sur un gros projet on peut y aller. On va pas avoir peur de mettre un peu d'argent sur un gros projet là-dessus. C'est le meilleur moyen. Pour moi, le meilleur moyen de convaincre, c'est de faire petite pierre par petite pierre. Nous, au début, chez Randstad, c'était même décrié, c'est-à-dire que le pôle était c'est des gens qui font des claquettes et qui remplissent des post-it. Et à la fin, on avait des gens de l'extérieur qui nous appelaient pour dire, typiquement la mairie, qui avait rien à voir avec Randstad, qui nous appelait en prestation payante pour dire voilà, on aimerait que vous veniez animer ça, mais on commence pas avec un atelier de 70 personnes si on n'a pas des stakeholders et n'importe quel décisionnaire ou quelqu'un qui peut mettre de l'argent, qui est d'accord avec la méthode et qui vous a vu essayer avant. Sinon ça peut être risqué. Moi, le meilleur moyen de les convaincre, c'est d'en faire, mais de faire à petite échelle au début, avec une dizaine de personnes sur des choses très pointues. Et de leur montrer ensuite, leur dire voilà, tel projet, on a réussi à le faire avec ça, tel projet. Derrière, il y a peu de chances qu'ils refusent et qu'ils suivent pas le mouvement, quoi. Et justement, Samuel qui pose une question par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu mesures le résultat, l'impact de l'atelier? Est-ce que tu as des critères spécifiques de la satisfaction, de la mesure de satisfaction des utilisateurs, des objectifs précis à atteindre à l'issue de tes ateliers? Ouais, comme je disais, il faut toujours qu'il y ait un objectif précis. Donc un objectif à atteindre, un niveau de granularité qu'on veut atteindre. On peut faire 5 jours d'atelier et à la fin avoir presque développé. On pourrait même développer une application, par exemple une application mobile directement en atelier. Tout dépend du niveau que tu veux atteindre. Sur l'objectif, c'est toi qui vas définir de dire je veux arriver à des maquettes d'écran simulées ou je veux juste du wireframe figé. Mais avec un peu plus de temps, on pourrait se dire, on va appliquer design thinking carrément aux développeurs, au code, et ils vont coder en atelier design thinking. Et à la fin de l'atelier, qui va durer 2-3 jours, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est totalement envisageable. Franchement, c'est totalement envisageable. Maintenant, tout dépend. C'est à toi de mettre le curseur. Est-ce qu'il y a besoin d'aller trop loin ou pas? Ensuite, pour mesurer la satisfaction, qui était la deuxième partie de la question des participants, il y a deux choses. Il y a premièrement, une fois que le livrable il est terminé, potentiellement, c'est de voir où le projet va après. C'est-à-dire que si le projet est lancé ou pas, ou si c'est un coup d'épée dans l'eau, ça arrive. Voilà, on a fait un atelier, on a pondu quelque chose, et au final, le projet il n'est pas priorisé, et il disparaît. C'est frustrant, mais ça arrive. Et ensuite, il y a la deuxième chose, il y a vraiment le retour sur l'atelier en lui-même, où là, systématiquement, nous, ce qu'on faisait à la fin des ateliers, c'était à minima un rôti de l'atelier, avec une note entre 1 et 5, à main levée. Et nous, ça nous permettait de voir comment les gens avaient ressenti l'atelier. Mais voilà, si on a peur que les gens ne soient pas tout à fait honnêtes, on peut aussi le faire de façon anonyme, en laissant une petite urne à la fin, près de la porte, des petits papiers en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé. Ça, moi, je l'ai fait sur des ateliers plus gros, ou des ateliers ou des choses qui n'étaient pas forcément du design thinking, mais qui étaient des choses différentes sur des comment dire. On a eu le club des directeurs de l'innovation qui était venu chez Randstad et j'avais organisé et conçu un jeu à l'époque pour partager des retours d'expérience.
donc un jeu de plateau, et on avait besoin un petit peu d'un retour. On avait laissé des fiches sur les tables où les gens pouvaient noter de façon anonyme, donner des commentaires, et on leur avait fait mettre dans une urne à la fin, ce qui nous a permis d'avoir un vrai retour anonyme et donc sincère de la journée. Et donc du coup, ça permet de savoir si son boulot a été efficace ou pas, et surtout de voir si les participants ont apprécié de bosser de cette façon-là. Je vais te poser 2 dernières questions avant de couper, parce que là, sinon, on va bien dépasser. Daniel qui pose la question, en ce moment, presque tout le monde est à la maison, donc vidéo plus outils, par exemple, Ouais. ce qui est logique. Est-ce que tu as d'autres retours d'expérience sur des ateliers à distance, même si tu le déconseilles fortement? Est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus? Alors ouais, nous on en a fait un petit peu. Là, je suis actuellement product owner chez Manutan. On est tous effectivement toujours en télétravail, et ce pour une durée indéterminée. On avait des ateliers qui étaient prévus, qu'on a annulés parce que moi je pouvais pas les gérer à distance. On en a fait quelques-uns. Ça fonctionne. C'est pas optimal, mais ça fonctionne, notamment avec du Miro, du Mural. Tout ce qui est Klaxoon aussi peut servir pour ce genre de choses. Ça marche. Maintenant, c'est beaucoup moins efficient et efficace qu'en live. On va dire que les outils, à mon sens, existent, mais sont pas encore totalement matures pour ce genre de choses. On pourrait imaginer quelque chose d'un peu hybride qui pourrait fonctionner en disant, bah voilà, on va avoir plusieurs lieux avec des groupes qui bossent sur des sujets différents et qui sont tous interconnectés en visio pour faire des restitutions croisées et autres. Ça marcherait relativement bien, je pense. Mais c'est compliqué. Moi, de mon expérience, je trouve ça compliqué. C'est envisageable, mais ça n'a pas la même dynamique et ça n'a pas la même saveur. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le Canada Dry, quoi. Et dernière question, c'est Camille qui pose une question là vraiment théorique. Quelle est la différence entre un atelier de design thinking et un design sprint? Rien à voir. L'atelier, c'est vrai. Le design sprint, à mon sens, le design sprint, on va être vraiment sur les designers qui bossent là-dessus, qui vont chercher effectivement des idées et autres, mais sur un laps de temps plus long. Un atelier design thinking, c'est vous réunissez 10, 20, 30 personnes dans une pièce à un moment, et vous n'allez pas forcément, on va garder une certaine forme de frustration chez les gens, et vous n'allez pas forcément vous allez plus dans l'immédiateté de la solution que dans la réflexion profonde et longue. Ce que va être plus un design sprint, à mon sens, où les designers vont avoir un peu plus de temps. De plus, sur un design thinking, les designers sont là pour matérialiser l'idée des participants, et non pas pour réfléchir eux-mêmes à leurs propres idées. C'est là que c'est un peu différent. Mais effectivement, on peut trouver des liens et des parallèles. Pour moi, la vraie grosse différence, c'est les profils des gens qui travaillent sur le sujet et la temporalité. Ou un atelier, ça va être une demi-journée, une journée, 2 jours max. C'est rare d'avoir des ateliers qui soient plus longs. Un design sprint, on va être sur une quinzaine de jours, donc une dizaine de jours travaillés. Donc on a quand même plus le temps d'étirer la solution, de faire une pause, de dire on fait autre chose. Le design sprint, on va potentiellement travailler sur plusieurs sujets en parallèle. L'atelier design thinking, on est focus sur une seule chose. Et c'est là que je verrai le parallèle. Par contre, tu peux avoir plusieurs ateliers de design thinking pendant un design sprint. Ça, pour le coup, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup, Julien. Mais je t'en prie, Marcel. Merci à tous. Merci pour cette belle présentation. Je vais du coup vous dire merci encore à tous d'avoir participé et d'avoir suivi ce live. La semaine prochaine, on reçoit Savinien qui est CPO chez Partout, qui va nous parler des insights. Donc comment est-ce qu'on traite et comment est-ce qu'on récupère des insights. Merci infiniment encore Julien pour cette présentation qui était très claire, et merci à toutes ces réponses. Je t'en prie. Et je vous dis à vendredi prochain. Passez une excellente journée. Bon week-end. Au revoir tout le monde. Bon week-end. Ciao.